Salut à tous, encore une fois, merci d'être là avec nous aujourd'hui sur votre plateau préféré Diaspora View. Et nous sommes très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui encore une fois. Et c'est un privilège, comme je le dis, et sur le plateau aujourd'hui, il nous vient de la présidence africaine. Il est, comment je pourrais dire, champion d'Afrique, coach d'été. Il est tout en tout cas, formateur, tout en tout cas. Donc il nous revient encore une fois aujourd'hui pour nous parler du deuxième tour un tour qualificatif pour la Coupe du Monde qui se passera en Chine 2019. Et il nous revient aujourd'hui pour qu'on puisse parler du basketball, plus précisément la République africaine, de son deuxième tour, des matchs qu'il a eu à avoir la semaine passée. Donc sans plus tarder, nous allons dire bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Jean Pewa. Bonjour, John Cozy. En tout cas, merci d'être venu encore sur le plateau aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être sur le plateau. En tout cas, vous allez tenir votre parole, de revenir nous parler par rapport au deuxième tour aller qui s'est passé au Lagos. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité. Le deuxième tour. Eh bien, malheureusement, l'inquiétude qu'on avait, c'était de pouvoir au moins assurer ces 2 victoires contre le Rwanda et le Mali. Et comme vous avez pu l'entendre, dès le premier match contre le Mali, nous avons failli à ce devoir et ça s'est conclu par une défaite. Et donc, on a joué 3 matchs et nous n'avons pu gagner qu'un seul match et nous avons perdu 2 matchs. Et avant de donner les classements, notre classement dans notre poule et le classement des adversaires, je crois que je vais revenir sur chaque match. Okay. Le premier match de la République centrafricaine, qui avait pourtant très bien commencé, puisque... C'était contre quelle équipe encore? Contre le Mali. Nous jouons contre le Mali vendredi. Et nous avions pris une avance. À la mi-temps, nous sommes allés avec... on a mené jusqu'à 17 points. 17 et points on a laissé nos adversaires revenir à 7 points. Puis on est reparti pour avoir un peu plus de 10 points. Et à partir de ce moment-là, on a flanché. On a commencé à flancher. Et à la fin du 3e quart-temps, ils sont revenus, je crois, à 7 points, si je ne me trompe pas. Mais tout se passe, en fait, durant le 4e quart-temps. Le Mali... Sans vous couper la parole, comme vous avez informé la dernière fois. Ouais. On a eu à parler de ça, le 4e quart-temps. Voilà, le 4e quart-temps est important et je reviens un peu dessus parce que je parlais de comment construire une équipe de basketball. On va aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, si on veut se qualifier, on doit amener 12 joueurs de 1 à 12 qui peuvent jouer un rôle. Ils n'ont pas besoin, comme je l'ai dit, on a 200 minutes à partager avec tous les joueurs. Ouais. Tout le monde ne va pas jouer 30 minutes, 25 ou 28 minutes. Okay. Mais tout le monde peut apporter dans le temps qui lui est imparti, s'il vient avec la détermination, s'ils sont préparés de la bonne manière, le maximum. Et de ce côté-là, une fois de plus, on a pêché. J'ai toujours dit que le secteur arrière était très important parce qu'il faut gérer les matchs. Et ça va se voir, ça s'est vu dans ce match, les manquements qu'il y a eu, les erreurs qu'on faisait. Et donc, pour ne plus tarder, on va essayer de décortiquer un peu le match. Et donc, comme je le dis, on domine au premier quart-temps, on domine au deuxième quart-temps, on va à la mi-temps avec un bon écart. Puis au 3e quart-temps, on mène quand même jusqu'à 17 points. Et puis on permet à notre adversaire de couper cette avance à 7 points. Et lorsqu'on démarre le 4e quart-temps, en fait, l'équipe du Mali, le coaching staff du Mali, décide de changer de stratégie de défense parce qu'ils jouent en main mais ils n'arrivent pas à nous arrêter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent en zone. Et lorsqu'ils sont passés en zone, c'est comme si la République centrafricaine, pendant sa préparation, n'a jamais imaginé que l'adversaire pouvait jouer zone. Et donc c'est comme si notre équipe était surprise. C'est comme si le coaching staff ne s'attendait pas à ça. Et donc on a vu un balbutiement de l'équipe centrafricaine devant cette zone qui était très facile à percer parce que le principe pour battre la zone, c'est de faire beaucoup de passes, faire des pénétrations, ressortir la balle à l'opposé, repénétrer, chercher le contact, prendre des shoots de temps en temps à 3 points pour ouvrir la zone. C'est la technique. Mais au lieu de ça, d'abord, on a fait des shoots précipités. On n'avait pas besoin de tirer avec précipitation. Nous étions devant. On devait tourner le ballon pour les obliger à sortir et probablement jouer à l'intérieur sur DeAndre, l'américain naturalisé, ou l'autre grand pour marquer des paniers faciles, causer des fautes
et on allait au lancer franc. Mais au lieu de ça, on a commencé à prendre des tirs qu'il ne fallait pas faire. Deuxièmement, on a été très maladroit dans nos passes. On joue contre une zone. On joue contre la zone. On évite de faire des passes lobées à un coéquipier dont le défenseur se trouve devant lui. Et c'est ce qu'on a fait. On faisait des passes, c'était intercepté en sens inverse. Et donc, on a eu énormément de pertes de balles. 21 pertes de balles dans ce match, alors 21 pertes de balles. Oui, alors qu'à la fin du troisième quart-temps, on n'avait pas autant de balles. On a perdu peut-être 7, 8, 9 ballons qui nous ont coûté excessivement cher en contre-attaque inverse. Mais hormis cela, on peut voir aussi la baisse de régime de la défense centrafricaine. On voit des joueurs qui restent avec leurs joueurs en attaque alors que les Maliens sont en train d'attaquer notre panier. Ils n'ont plus rien à faire là-bas. Ils devraient faire un repli défensif pour venir refermer les taux, pour éviter de donner des espaces aux adversaires qui finalement en avaient tellement, qui faisaient des pénétrations et qui allaient marquer tout simplement des paniers qu'ils n'auraient pas dû marquer. On voyait des joueurs qui paraissaient fatigués parce que je ne peux pas expliquer qu'un joueur ne fasse pas un effort supplémentaire. Il sait combien ce match est aussi important. Donc je me dis, d'ailleurs on entend le journaliste dire que les Centrafricains, on dirait qu'ils sont à court de gaz, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de souffle. Plus d'énergie. Voilà. Hein. Et donc le banc n'est pas. On a deux joueurs qui sont venus et je m'excuse quand je dis ça et je veux que les spectateurs sachent que ici c'est pas comme si on pointe du doigt. On a des joueurs qui ne sont pas et qui n'auraient pas dû être dans cette équipe parce qu'ils ne sont pas prêts pour ce genre de compétition. Peut-être qu'il peut les amener en préparation parce que ça les fait grandir. Mais ils ne peuvent pas jouer ce match. Donc on avait deux jeunes, je crois, qui venaient de Bangui, qui ont joué 0 minute dans ce match. Et on a ce jeune, un de nos espoirs, Kurt, qui a dû jouer, je pense, une dizaine de minutes. Mais c'est la même chose. Je pense que, aussi bien que Kurt, même si Kurt a du talent, il a encore besoin de beaucoup travailler. Et ce n'est pas pendant des matchs des éliminatoires de Coupe du Monde qu'on doit faire son essai. On aurait dû le laisser. Il devait venir à la préparation. On aurait dû amener, comme je l'avais dit, certains anciens pour remplir le banc, de telle manière que même s'il rentre 8, 9, 10 minutes pour le match, à la fin, au quatrième quart-temps, notre jeu de basket qui est basé sur la rapidité nous aurait permis même de subvenir à cette défense de zone. Parce qu'en fait, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'est faire des bons écrans en retard, ce qu'on appelle box out en anglais, bloquer son adversaire lorsqu'il y a des shoots, et lancer les contre-attaques. De l'autre côté, les Maliens n'auraient jamais pu arrêter les Centrafricains. Ils seraient fatigués, ils auraient fait beaucoup de fautes, et nous aurions gagné. Et donc, malheureusement, à la fin du match, probablement les 2 dernières minutes, on peut voir encore des erreurs de coaching, mais de coaching énormes. On voit notre équipe qui, je dirais, la dernière séquence qu'on perd, parce que nous sommes menés 60 à 56, puis 62 à 56, puis 62 à 58, puis 62 à 59, puis on est mené 64 à 59, puis on va 64, non, on est mené 62 à 61 plutôt, puis on commet une faute et on choisit le mauvais joueur parce que dans ce cas particulier, on devait donner des consignes pour que le joueur qui tire bien le lancer, il ne touche pas le ballon. Donc c'est une défense, on appelle ça la défense de boîte, il ne touche pas le ballon. On le ferme et on oblige le ballon à aller sur des joueurs qui ont raté des lancers francs afin qu'on commette des fautes sur eux et peut-être on peut récupérer. Anyway, ils ont marqué 2 lancers, donc ils sont passés 64-61. Mais entre-temps, ils demandent 2 temps morts. Et pendant ces temps morts, on peut voir le coach du Mali utiliser son tableau tactique pour expliquer ce qu'il faut faire à son équipe, comme ils doivent attaquer, ainsi de suite. Côté centrafricain, on ne voit aucun des coachs utiliser le tableau tactique pour expliquer ce qu'il faut faire en défense, parce qu'il faut contrecarrer d'abord l'attaque malienne, puis ce qu'on va faire en attaque. On voit les coachs parler, on voit sur le banc centrafricain, sur l'ensemble du 4e quart-temps, quand il y a temps mort, parce qu'on a le problème, on avait brûlé tous nos temps morts, on n'a plus de temps mort. On a brûlé tous nos temps morts avant cette période, la séquence qui était la plus importante. Donc on n'avait plus de recours à appeler un temps mort. Et on voit un peu le désordre sur le banc parce que c'est tout le monde qui parle. Alors que c'est des moments cruciaux, on n'a qu'1 minute. Il y avait un manque de discipline. C'est vrai, les joueurs doivent s'encourager, se parler, mais il faut aussi qu'ils écoutent. Et à ce moment-là, c'était pas bon. C'était pas une bonne image. Et de surcroît, la dernière action, donc quand on a marqué,
ils ont fait une faute volontaire. D'abord, la première fois, il restait, je crois, 20 et quelques secondes, 29 secondes si je ne me trompe pas. Les Maliens ont eu le ballon. Je pense que le coaching staff aurait dû dire à nos joueurs, dès que les Maliens, si le ballon, on n'arrive pas à le voler sur le premier truc, dès que les Maliens ont le ballon, c'est la faute, automatiquement. En fermant obligatoirement le gars qui peut bien chuter le lancer franc. On a été obligé de faire la faute. Bon, les premières fautes, on les faisait, c'était pas pénalisant parce qu'on n'avait pas atteint la faute collective. Donc, je crois que Max Cougré faisait la faute sur son adversaire direct, mais on aurait dû lui dire, ça doit être automatique, de telle manière qu'on perd peut-être une seconde, pas 5, 6, 7 secondes. Sur cette balle-là, on a perdu 6 secondes ou 7 secondes à peu près, c'est trop par rapport au chrono. Et on a refait une faute immédiatement. La deuxième fois, par contre, c'était automatique qu'il a fait la faute. Le problème, c'est que c'était le meilleur shooter de lancer, quoi. Il marquait tous ses lancers francs. Donc il a planté ses lancers francs. Il nous menait 64-61. Eux, leur coach a redemandé un temps mort et a demandé de faire la faute automatique. Pas de temps mort, faire la faute automatique sur les Centrafricains. Pas de 3 points. Et donc ils ont fait la faute sur Destin Damajoa, qui a marqué ses 2 lancers. Mais bizarrement, les Centrafricains n'avaient pas prévu l'après. Il a marqué ses 2 lancers. Puis ils ont fait une bonne défense. Il y a un de nos joueurs qui a été poussé, je crois que c'est William Kosangé, poussé par son adversaire. Il y a eu faute offensive. Nous avons engagé Destin Damajoa et aller mettre un shoot. Mais le problème, c'est que quand le shoot est parti et que c'est rentré, de nombreux joueurs centrafricains n'ont pas repris leurs hommes respectifs. Normalement, quand vous jouez, vous avez un adversaire à côté de vous, vous devez prendre celui-là. Et donc, on a vu un très mauvais repli défensif. Donc, il y a un joueur qui a été sur le ballon, il y en a un autre qui a pris le gars qui était à côté, puis il y a un joueur qui courait dans l'autre sens, et les joueurs, par exemple, John Dre, il courait, mais sans voir que son joueur allait vers le fond. Et puis, il y avait comme il s'appelle, Johan Grebongo, qui a laissé le joueur qui faisait la passe. En fait, il a hésité, je crois. Il hésitait. Je monte sur mon gars ou je prends le gars au fond. Non, il devait monter. S'il avait monté, s'il était monté sur son adversaire, même si la passe lui arrivait, il mettait une pression, ça obligeait l'adversaire à tourner le dos au panier. Ça faisait perdre du temps, ça donnait le temps à John Dre de rentrer parce que lui, il était allé au rebond entre-temps, et le ballon était d'un côté. Donc, les autres qui étaient à l'opposé n'avaient pas besoin de serrer. Ils devaient flotter pour venir ce qu'on appelle côté fort, côté fleuve au basketball. Et c'est là on a perdu ce match-là. On n'a pas su faire le repli défensif dont j'avais parlé lors de la première... Oui, en tout cas, pour revenir juste aux dernières secondes de ce match contre le Mali, est-ce que le coaching staff est-ce qu'ils ont eu à travailler des séances d'entraînement par rapport à des cas comme ça? Parce que cela montre déjà, c'est comme s'il n'y a pas un travail spécifique qui a été fait ou préparé pour des cas comme ça, dont les jeunes ne savaient pas quoi faire, comme vous venez d'expliquer alors. Ouais, excusez-moi. En tout cas, ce qui est sûr, il y a eu un problème. C'est pas possible qu'à ce niveau de la compétition, les joueurs n'étaient pas conscients du temps et de ce qu'ils devaient faire après panier marqué. Immédiatement, c'est automatique, ça doit être... Et ça, c'est le coaching staff de leur rappeler. Chaque fois qu'il y avait un temps mort malien, il fallait leur rappeler ça. Quand il y avait l'entrée de balle, il fallait aussi leur rappeler ça. Quand le ballon est rentré, il fallait crier ça. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché à ce niveau-là. On a payé le prix, donc c'est du passé. Et nous avons perdu cette rencontre contre 66 65, c'est comme si nous n'avions pas une bonne stratégie de fin de match à ce moment-là. Ça n'a pas été vraiment facile à avaler et le deuxième match c'était contre le Nigeria. Nous avons joué contre le Nigeria et comme je l'avais dit encore, c'était un match qu'on devait jouer avec intelligence. Il n'était pas question d'aller là-bas en pensant qu'on pouvait battre le Nigeria. On ne pouvait pas battre cette équipe du Nigeria. Mais par contre, on aurait pu mettre en une stratégie où on pouvait jouer un faux rythme, c'est-à-dire qu'on ne va pas vite. On garde le ballon, on le tourne, parce qu'eux, ils cherchent à nous écraser. Nous, on cherche à limiter les dégâts, on cherche à perdre avec le moins grand nombre de points, parce que le goal average peut jouer contre nous. Et d'ailleurs, ça nous a mis dans une situation un peu compliquée. Et donc, ce match, il n'était pas question d'aller comme si on allait gagner le match. Il était question de jouer conservateur, c'est-à-dire chaque fois qu'il shoot, on fait tous les petits détails, il fallait le préparer, écran retard, on prend le rebond, on monte, on tourne, on joue les 24 secondes, un jeu en mouvement, ce qu'on appelle le motion basketball, parce que nous on a ça. On bouge, on est plus petits, ils doivent courir, on cherche, et de cette manière,
je suis sûr que même s'ils nous battaient, ils n'allaient pas nous battre de 25 points. C'est peut-être un peu moins de 20 points. Hein, je me rappelle en 88, il y a eu un tournoi international à Bangui avant qu'on ait les Jeux Olympiques. Et il y avait le Congo-Kinshasa, la RDC, il y avait le Gabon, il y avait l'Angola, et il y avait le Congo-Brazzaville. Et quand nous avons joué contre l'Angola, nous menions à un moment donné de 28 à 29 points, 30 points pratiquement. L'Angola, voyant que le match était en perdu, ne voulant pas se faire humilier, ils ont gelé le match. Et ils tournaient, ils chutaient à la dernière seconde. On a gagné ce match de 28 points. S'ils avaient continué à jouer à notre rythme, on leur donnait 50 points. Oh, et donc wow. ça, c'est des techniques Il faut connaître, il qu'il faut savoir, il faut faut travailler, il faut comprendre. Et c'est comme ça que l'on peut avancer. Si vous ne faites pas ça, il n'y a aucune chance que vous puissiez gagner. Et donc, voilà, on a pris une sévère défaite contre le Nigeria. On s'est fait battre de 45 points, 114 à 69. Et ça joue un mauvais rôle aujourd'hui quand je parlerai du classement. Et donc, on a eu un troisième match. Et le troisième match, c'est contre le contre le Rwanda. Rwanda. Et donc, c'était un match à gagner. Donc, j'avais oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Hormis le manque de joueurs pour faire les rotations, nous avons manqué l'apport d'un de nos joueurs, d'un jeune talent qu'on vient d'avoir, que la DTN a introduit dans notre basket lors du premier tour retour, Evans Kanapamo, qui a été blessé lors de la préparation à Dakar. Et malheureusement, son apport, c'était quoi 10, 14 points, 12, 13 à 14 points. Et ça a cruellement manqué à la République centrafricaine. Et donc, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle nous avons le nombre de rotations de ce match contre le Mali nous a coûté cher. Et donc, contre le Rwanda, la République centrafricaine a fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait depuis le début de ce tournoi. Et je me rappelle que j'avais une discussion avec la DTN et j'expliquais justement à la DTN que le fait que nous soyons si maladroits au lancer franc, et à mon avis maladroits parce qu'on n'avait pas assez de joueurs, les joueurs étaient fatigués à mon avis, donc ne se concentraient pas assez pour marquer leur lancer franc. Quand vous êtes fatigué, sa concentration compte pour marquer le lancer franc et on ne se concentrait pas. Et on avait perdu contre le Sénégal de 5 points au premier tour aller, alors que nous avions raté 16 lancers francs ou 17 lancers francs. On aurait marqué 8 lancers francs en plus, on avait battu le Sénégal. Et ça avait été la même chose pour le Mozambique. Et nous avions raté aussi autant de lancers francs contre la Côte d'Ivoire, mais nous avions gagné ce match, je crois, d'1 point à l'arraché. Et au match retour, on a connu encore ce même problème. On m'avait fait comprendre que la Tunisie avait pu battre le Cameroun malgré qu'ils avaient un mauvais pourcentage de réussite. D'accord, mais le problème, ils ont eu un mauvais pourcentage de réussite, mais ils ont gagné parce qu'ils ont eu peut-être un meilleur pourcentage au tir à 2 points, à 3 points, ce qui n'est pas le cas de la République africaine, qui n'avait pas des bons pourcentages de réussite au tir à extérieur et qui en plus peinait dans les lancers francs. Mais grande surprise, contre le Rwanda, la République centrafricaine a fait 17 sur 18 au lancer franc. Et cela nous a permis de battre ce Rwanda de 68 à 61, que le Rwanda qui nous menait pendant un moment. Il a fallu que nos gars cravachent le 4e quart-temps pour pouvoir gagner. Et merci, ils ont été concentrés dans leur lancer franc et ils ont gagné. Et donc là, il faudrait quand même les saluer pour cette victoire. Mais pour revenir un peu aussi à tout ce qui se passe dans le basketball, pourquoi ce tournoi n'a pas eu les résultats escomptés? Ça part aussi de la logistique. Notre équipe n'a pas été réunie à temps. Okay. Nous avons beaucoup de joueurs. Ça, c'est un grand défaut. Oui, nos joueurs jouaient à l'extérieur. On avait terminé le tournoi, je crois que si je ne me trompe pas, c'était en juillet, début juillet ou mi-juillet. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu s'organiser. On savait quels sont nos financiers, c'est où le gouvernement centrafricain ou le comité olympique centrafricain. Mais dans ce cas particulier, c'est le gouvernement centrafricain. Et il fallait faire un travail pour préparer la logistique. Quels sont les joueurs qui viennent? Quand est-ce qu'ils doivent venir? Combien ça va coûter? Et ça doit se faire à l'avance. Quand est-ce qu'on part? Et il faut montrer l'importance de ce tournoi. Il fallait aller voir qui de droit,
montrer l'importance. Et de surcroît, cette histoire de libération des joueurs, je pense que nous n'utilisons pas assez les règlements de FIBA. Les règlements de FIBA sont clairs là-dessus. Parce qu'il y a un nouveau système pour la Coupe du Monde. Ce qu'on faisait à l'époque pour l'Afro-Basket est valable maintenant pour la Coupe du Monde. On me dit qu'il y a des joueurs qui jouent en National 2. Il y avait des joueurs qui jouent en National 2 à l'époque où j'étais aux affaires. Il n'y a aucune différence. Le règlement est le règlement. Qu'on ne me dise pas qu'un joueur n'est pas venu parce que, bon, les championnats de National 2 n'ont pas commencé avant le week-end passé. Ok. Ouais. Et donc, ils jouaient des matchs. Voilà, ils faisaient des entraînements avec leur club. Ils jouaient peut-être des matchs d'entraînement, mais ils étaient disponibles. La preuve, certains ont manqué le match de cette semaine parce qu'ils jouaient pour la République africaine. Et donc, de surcroît, on aurait pu obtenir la libération pour une meilleure préparation. Et vu que notre équipe n'a pas une bonne alchimie, comme nous à l'époque en 87, tous les joueurs se connaissaient, il est d'une importance capitale de regrouper les joueurs pour travailler sur tous les fondamentaux, que ce soit individuel ou collectif. Parce qu'on peut voir lors des matchs, on voit des joueurs, le shoot est parti, ils regardent leur adversaire, ils ne le bloquent pas. Des petits gestes où ça s'appliquait sur les passes. Comment on fait les passes? S'appliquer sous le panier. On a raté contre le Mali, on a raté de nombreux paniers. Pratiquement, on était là, on pouvait marquer. Et donc ça, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui vous font perdre ou gagner un match. On est arrivé la veille, je crois, la veille du match. Pourtant, on était au Sénégal. Avec le Sénégal est arrivé avant nous. Au Nigeria. Donc, on a des problèmes de logistique. Il faudrait que l'on règle cela. Ok, merci coach. Merci en tout cas pour ce bilan du deuxième tour aller par rapport aux qualifications de la République africaine. Et pour ma deuxième question, vous, quelles sont les chances de qualification de l'équipe sud-africaine? Ouais, la dernière fois, quand on était là, je vous avais dit qu'on avait 50% de chance. Oui. Et pour ce, il fallait que nous gagnions. Le Mali, le Rwanda. Mali, le Rwanda, aller-retour. Donc, assurer ces 4 matchs. Et ça me donne raison parce que, bizarrement, le Cameroun a perdu 2 matchs. Donc, ça a changé la physionomie de l'autre poule. Ok. Hein. Et si on avait gagné, et aujourd'hui, quand on voit le classement dans le groupe E, la Tunisie est première, elle a gagné tous ses matchs, l'Angola suit. Donc la Tunisie a 18 points, l'Angola a 15 points, l'Égypte a 14 points, le Cameroun a 14 points, le Tchad a 12 points, et le Maroc a 12 points. Dans notre poule, le Nigeria a 18 points, le Sénégal a 16 points, le Centrafrique est troisième toujours, avec 13 points parce que nous avons battu la Côte d'Ivoire qui a le même nombre de points que nous, puis le Rwanda 12 points et le Mali 12 points parce que le Rwanda avait battu le Mali aussi. Et c'est pour ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, admettons que nous gagnons les 2 prochains matchs. Si nous gagnons que 2 matchs. Donc ça nous ferait plus 4, 13 et 4, 17. Et si on perd un match, ça nous fait 18. Si l'Égypte gagne 2 matchs, parce que je ne sais pas si l'Égypte pourra battre la Tunisie, je ne pense pas, la Tunisie est vraiment très forte. Admettons que la Tunisie refasse la même chose qu'elle a fait au deuxième tour aller, en battant le Cameroun et en battant le Tchad. Elle aurait 4 et 4, 14, 18 et 1, 19. Donc, eux, ils auraient 19, nous on a 18, ils passent avant nous. Wow. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, on est condamné à battre le Nigeria au deuxième tour, au retour. La seule manière qu'on puisse passer. Donc, en fait, nos chances sont pratiquement de 2%. Et même si on gagne les 3 matchs, il serait dans notre intérêt que l'Égypte batte le Cameroun une fois de plus. Parce que quand vous voyez le goal average, aujourd'hui, nous sommes à moins 41. Moins 41. Oui, c'est-à-dire point marqué pendant toute la compétition, point encaissé. On a moins 41, donc on est négatif 41. L'Égypte est négatif 13, mais le Cameroun est positif 56. Or, ça veut dire qu'entre le Cameroun et le Centrafrique, il y a 97 points d'écart. Il faudrait qu'on marque 97 points pour pouvoir rattraper le Cameroun. Pour avoir la chance de le dépasser. Voilà. Or là, il faudrait non seulement que nous gagnions les 3 matchs, il faudrait que l'Égypte batte le Cameroun et gagne l'autre match. Même s'ils perdent, ce n'est pas notre problème. Si le Tchad arrive à battre l'Égypte, c'est fantastique pour nous. Ça nous met, si l'Égypte perdait contre le Tchad et bat le Cameroun et perd contre la Tunisie, ça leur ferait plus 4, 18. Et nous, ça nous ferait, ça c'est la seule possibilité qu'eux aussi ils aient 18
Et nous avons 18 si on perd contre le Nigeria, ou alors si on gagne contre le Nigeria, nous aurions 19 et on passe automatiquement. Mais le truc, le hic ici, c'est que nous devons battre le Mali, Rwanda et Rwanda. le Mali avec un écart suffisant pour combler l'espace qu'il y a entre l'Égypte et la RCA. Entre l'Égypte et la RCA, il y a 32 points de différence. Et on doit ajouter ça. Donc, c'est pour vous expliquer que nos chances sont vraiment infimes. Et donc, notre avenir ne dépend même pas vraiment de nous. Même si on gagne tous les matchs, ça va dépendre de tous les autres matchs qui se jouent dans l'autre poule. Parce que tant que nous gagnons toujours, si nous gagnons toujours 2 matchs, si on gagne les 2 matchs, le Nigeria, il faut faire attention à la Côte d'Ivoire parce que si la Côte d'Ivoire crée la surprise, ils ont fait un très bon match pendant ce tour-là contre le Nigeria. Admettons qu'ils battent, ils vont passer devant nous. Donc il faut que nous, si on bat, tant qu'on gagne, si la Côte d'Ivoire gagne 3 matchs et que nous gagnons 3 matchs, on est toujours devant eux parce que nous les avons battus 2 fois. Donc, je vais dire encore, donc, le destin entre nos mains à la fin de la journée. Non, en fait, le destin n'est plus entre nos mains. Bon, parce qu'on peut gagner, on peut gagner, mais bon, ça dépend que... de l'autre groupe aussi. Mais on doit, bon, on est obligé de gagner On doit gagner tous nos matchs. tous nos matchs. Maintenant, ça dépend aussi de l'autre groupe. Pour nous donner au moins une chance. Voilà, Bon, ça dit parce que si le Cameroun se met à battre l'Égypte, il n'y a plus de chance. Le Cameroun passe. Si le Cameroun bat l'Égypte et bat l'autre, ils avaient battu, je ne sais plus, le Maroc, là, il passe automatique. En tout cas, vraiment, sans problème. J'espère que l'équipe technique de la République africaine ont pu avoir ce genre de calculs pour vraiment insérer à nos joueurs pour comprendre ils ont intérêt à faire tous les calculs. Les matchs qui nous restent. Parce que nous jouons en février. Février, c'est dans 6 mois. C'est pas possible de ne pas faire les calculs. Ils doivent faire tous les calculs, ils doivent faire toutes les équations nécessaires pour voir comment ils peuvent faire, même si nos chances sont infimes. En tout cas, vous remercie coach encore une fois pour poser éclaircissement par rapport au classement, au goal average et tous ces calculs, ces trucs. Bon, on a eu une information qui nous était arrivée récemment, avant que vous veniez. On a eu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant le match nigérien, grève entre les joueurs ou les coachs, je sais pas, mais quelque chose s'est arrivé avant le match. Genre, comme les joueurs, ils ont fait la grève, un truc comme. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, moi, je n'ai pas tous les détails, mais ce qui est sûr, il y a eu des problèmes et il y a eu des grèves de joueurs. Et c'est toujours le même problème depuis quelques années. Les joueurs, dès qu'ils ne touchent pas leur argent, ils font des grèves. Et je vais être clair là-dessus. Lorsqu'on joue une compétition, il faudrait que les joueurs comprennent qu'eux aussi, ils ont leurs responsabilités. Nous sommes dans un pays qui est en guerre, où les gens meurent à gauche, à droite, où la situation socio-économique est mauvaise, où les gens vivent dans des conditions précaires. Et quand ils viennent, c'est vrai, ils font un sacrifice. Mais je pense que nous vivons mieux que tous nos frères centrafricains qui sont dans les situations dans lesquelles ils sont. L'État a des moyens limités. Ils viennent jouer pour le pays. Même s'il y a un problème, concentrez-vous sur les matchs. Parce que d'ailleurs, vous faites une grève après un match, vous avez perdu d'un point. Quelle est votre responsabilité dans cette défaite-là? Vous avez aussi une responsabilité. On ne peut pas mettre tout sur le coaching staff. Vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Vous n'avez pas joué à 100%. Le coaching staff avait des erreurs, mais vous avez fait des erreurs. Maintenant, il faut vous reconcentrer, vous recadrer. C'est vrai, c'est pas facile de perdre un match comme ça et de dormir la nuit, mais il y a le prochain match et vous devez penser comme ça. Et l'argent, c'est un petit problème. Et je vais parler de la République centrafricaine de 87. Nous qui étions des fauves en 87, je suis désolé, et je vais le dire, nous quand on préparait Tunis, nous n'avions pas les moyens que l'on dépense aujourd'hui dans le basketball. Nous dormions au CPJ, on avait des moustiquaires, il n'y a pas de climatiseur. Nous vivons dans des conditions qui étaient très difficiles. Nous mangions, des fois nous rations des repas. On ne mangeait pas parce que l'argent ne sortait pas comme il fallait. Notre dernier match test, avant de partir pour Vichy, nous l'avions joué ce jour, il n'y avait pas à manger. C'est le défunt président de la fédération, Maître Zarambo Singambi, qui a pris son ngassa, qu'il a fait tuer. Et nous avons mangé une équipe nationale. C'est dans cette condition-là que nous sommes préparés. Et donc, il faut vraiment que les gens se rappellent les conditions. Vous allez dire que ce n'est pas la même époque, mais nous avons quand même fait notre préparation. On n'a pas fait de grève. Et à côté de ça, on n'avait pas de frais de préparation. Nous allions, on mangeait ce qu'on nous donnait à manger, on s'entraînait dans les conditions qui étaient les nôtres, on dormait dans une salle qui n'était pas climatisée, sans ventilateur, avec des moustiquaires, et on s'entraînait
très durement sur un terrain qui était en ciment à l'époque, c'était pas en plancher, le centre de basket n'avait pas le plancher, et nous préparons cette Coupe d'Afrique. Et nous sommes partis à Vichy une semaine, puis nous sommes allés à Tunis. Et ce n'est qu'à Tunis que on nous a versé à l'époque l'équivalent de 400 dollars, 200 000 francs de frais de mission. C'est tout ce que nous avons touché. Mais ça ne nous a pas empêché de jouer avec le cœur, avec les yeux sur le drapeau et gagner. Et il faudrait que toutes les générations de basketteurs qui viennent maintenant, les anciens qui sont en train de partir, les nouveaux qui arrivent, il faut qu'ils comprennent. Certes, vous avez des droits, certes, il y a des choses qui se passent, mais quand on va jouer pour la nation, c'est comme si on allait à la guerre, vous n'allez pas faire devant l'ennemi, arrêter, déposer vos armes ou quitter le champ de bataille parce qu'on ne vous a pas donné quelque chose. C'est vrai, ça peut démoraliser, mais si vous pensez à tous les gens qui sont derrière vous, ça doit vous stigmatiser. Vous devez vous rappeler, vous devez chanter cet hymne national dans votre cœur et vous rappeler et aller jouer. Donc de ce côté-là, vraiment, j'appelle les joueurs, il ne faut plus que ça se passe. Ça ne doit jamais plus se passer dans cette génération-là et dans les générations futures, et on doit veiller à ce que ça ne se passe plus. Et on doit veiller à ce que nous, les dirigeants, nous soyons aussi, nous faisions notre part de travail pour que les choses se fassent normalement. Mais je n'ai pas les détails de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je n'ai pas ces détails, donc je ne veux pas en parler, et je pense que ce serait contre-productif. Ok, en tout cas, bon, merci un peu pour le conseil. J'espère que la génération de nos prochains joueurs, au moins, à travers ce que vous allez dire, vous pensez d'abord au drapeau. Tout à fait. Drapeau, c'est Tout très à important, c'est très important. Et notre question, coach, Piwa est jeune, Oui. ancien basketteur africain, champion d'Afrique. Oui. Quelles sont les perspectives, je pourrais dire, de l'avenir en cas d'élimination de l'équipe nationale de basketball centrafricaine? Quels sont l'avenir, je peux dire, du Mais basketball centrafricain? écoutez, là, nous avons essayé pendant de nombreuses années à vivre. Notre basket a été sous perfusion. C'est-à-dire que nous avons joué avec le passé depuis pratiquement, je dirais, 20 ans. Parce que quand on repart, je fus entraîneur de l'équipe nationale en 95. Après les Jeux africains de Zimbabwe, le président de la fédération à l'époque, Vincent Sakanga, m'avait nommé comme entraîneur, et j'avais à mon niveau avisé le président de la fédération que je prendrais le risque de faire venir la nouvelle génération dans cette équipe. Et donc, il y avait les anciens comme Kosekpa, Mundi, Cyrus, Hassan et Guy Bongo. Mais un groupe de jeunes est rentré dans l'équipe nationale: Guy Saragba, Romain Sato, Toa, Capé, Mathurin Kolega, Jean-Michel Kouzou et Eloge Majot. Et avec cette équipe-là, nous sommes allés, il y a Cooper aussi, un des anciens, qui nous a retrouvés à Abidjan. On avait vraiment une équipe très bonne. Cette équipe, malheureusement, n'avait pas pu aller au championnat d'Afrique d'Alger pour des raisons inconnues. Mais bref, nous avons ensuite, la même année, on nous a envoyés dans un tournoi à Libreville que nous avons gagné haut la main. Mais c'est cette équipe-là qui a formé l'ossature de l'équipe qui sortira en 97. Même si on a renforcé quelques anciens, il y avait Bella Richard, mais le noyau Fred Bengue qui sont arrivés des jeunes, Maurice Beina qui a retrouvé le groupe, c'était une nouvelle génération. Et cette équipe-là, c'est de ce groupe de noyaux-là qu'on a continué à faire. On a manqué le championnat d'Afrique 99, puis en 2001, avec les événements de 2001 en Centrafrique, malheureusement, on n'a pas pu se préparer. L'équipe est allée tant bien que mal avec pratiquement les mêmes joueurs. Et puis, en 2003, avec ces mêmes joueurs, on a refait le noyau, là, avec quelques joueurs. La plupart étaient aux États-Unis, les Kunja, Mexan, Mombolé, et ainsi de suite. Et nous avons recruté déjà en 2001, d'ailleurs, et nous avons remis en place une équipe. Mais malheureusement, il n'y a pas de continuité dans le basket centrafricain. Chaque fois, il y a une cassure. En 2005, il y a des joueurs qui manquaient. Puis en 2007, c'était pareil. Et donc en 2009, quand je suis revenu aux affaires, j'ai recommencé un nouveau noyau en tenant compte des anciens. Les Beina. Non, il n'y avait pas Beina. Il y avait Sato, Régis Kunja, François Junior, Pewa, Mokotema, pas des joueurs qui étaient là. Et on a ajouté tous les autres joueurs, les Mokongo, les Kougéré, les Haché, tous ces gens, on les a amenés dans l'équipe. Et on a formé un noyau avec les Guy Kodjo assez solide qui aurait dû permettre pendant toutes les années
de 2000 jusqu'à 2000 actuellement, continuer à construire cette équipe nationale. C'est ce qui a été fait en 2009, c'était à peu près le même noyau. 2011, c'était à peu près le même noyau, même s'il y a eu des changements qui n'étaient pas nécessaires, mais ils l'ont fait. Le problème en 2013 est arrivé, le quoi qui est arrivé en 2013, parce qu'on a carrément brisé cette équipe-là. Et on a amené des jeunes qui évoluaient à Bangui, mais qui n'avaient pas le niveau de jouer en équipe nationale. Et ça a cassé une certaine dynamique. Et après ça, c'était toujours un recommencement constant. Et donc, en fait, on a sacrifié des joueurs qui avaient été formés, qui avaient quand même qui avaient de l'expérience pour jouer au basketball, pour jouer des à tournois comme cause de ça. petites des problèmes d'ego de personnes, ainsi de suite. Et nous sommes arrivés, à partir de 2013, on se fait battre par le Mozambique, le Cap-Vert, tout le monde nous avait battus dans notre poule. On s'est fait écraser après, je crois, on a pu faire un très bon match contre l'Angola, si je ne me trompe pas. C'est le match qu'on avait bien joué. Et on s'est retrouvé ensuite en 2015. Il fallait tout recommencer. Et on n'a pas pu faire des résultats. Et je tiens à rappeler, c'est à partir de ce moment-là que la République africaine a toujours été repêchée. On nous repêchait en 2015. On a perdu contre le Tchad et le Gabon, c'est du jamais vu pendant les éliminatoires. Donc repêché. En 2017, nous avons été aussi repêchés un tournoi au Mali. Et là, on a cette équipe-là. Et en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir les résultats. Et de l'autre côté, il y a un problème au pays entre... il y a la Ligue de Bangui qui ne fonctionne pratiquement pas. C'est à la Ligue de former les joueurs. Et la fédération d'appuyer la Ligue pour former les joueurs. Donc la fédération amène la logistique de formation des formateurs et ainsi de suite, toutes sortes de logistique dans les ligues sur l'ensemble du territoire. Mais la Ligue de Bangui, elle est tellement faible que je peux même dire que cette ligue, les joueurs n'ont un niveau qui était inférieur aux joueurs qu'on formait à l'époque cadets dans les années 80, où il y avait les Mexan Lavodrama, les Une grande la guerre. différence. Ah ouais, les Donatiens la guerre, les Cooper, Malibangar, tous les frères Pendeoro, les Kimoto, Eric. On avait vraiment une crue de très bons joueurs qui ont un meilleur niveau que ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai vu ça en 2009 quand j'étais à la banque. Le niveau a chuté. Les joueurs ont du talent, mais s'ils ne sont pas formés, c'est pas possible. Mais maintenant, pour former les joueurs, il faut former les formateurs. Donc, ce n'est pas désespéré. On a la matière première. Mais maintenant, c'est à nous de nous organiser. C'est la fédération et la Ligue de Bangui doivent arrêter de se faire la guerre. Les têtes de file de ces deux institutions doivent travailler en communion. On ne peut plus continuer à se tirer dessus. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants qui payent, c'est les athlètes. Et donc, il faut qu'on arrête ça. Le président de la fédération avait annoncé qu'il y aurait des états généraux du basket. Et c'est avec plaisir qu'on va accueillir ça. Il faut qu'on aille, qu'on s'assied et qu'on vraiment mette une stratégie. Beaucoup d'idées, j'en ai. Je peux travailler avec les gens, mais je ne vais pas parler de mes idées si les gens n'ont pas vraiment l'intention de les utiliser, certaines des idées qui sont bonnes, ou n'ont pas l'intention en réalité de travailler. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Il faut avoir l'amour. Nous, à l'époque, moi, j'entraînais à midi, à 13 heures sous le soleil. J'allais recruter dans les quartiers en plein soleil. Et on a fait beaucoup de choses comme ça. Aujourd'hui, il faut que ça, c'est vrai, ce n'est plus du mécénat. Le sport, c'est pas gratuit, mais il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas faire le travail. Et donc aujourd'hui, le basketball centrafricain est à la croisée des chemins. Cette génération, malheureusement, est partante. Même si se qualifier pour la Coupe du Monde, ce serait peut-être la dernière compétition qu'ils vont jouer. Et je crois qu'il est important qu'on joue et qu'on fasse le meilleur résultat parce que notre classement pendant ce tournoi va nous permettre de nous positionner pour l'Afro-Basket de 2019. Et l'Afro-Basket 2019, il faut absolument qu'on fasse l'état des lieux de tous nos joueurs aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, un peu partout, qu'on agrandisse au niveau de la direction technique pour prendre des meilleures décisions. Parce que pour le moment, des bonnes décisions ne sont pas prises à ce niveau-là pour reconstruire un noyau de joueurs qu'on va préparer ensemble. Et il faut favoriser, je crois, l'entrée de ces jeunes dans l'équipe nationale pour 2019. Quitte à perdre, ce n'est pas un problème. Parce que prenons le cas de l'Angola. L'Angola en 75, tout le monde les tapait. 77, tout le monde les tapait. 79, tout le monde les tapait. 81, ils perdaient toujours. Mais en 83, à force de se faire taper, à cause de leur savoir-faire, en venant piocher des idées dans le championnat centrafricain, ils ont monté un programme. Et à partir de 83, l'Angola a joué et était sur tous les podiums. De 83 jusqu'à 2015, je crois.
L'Angola est sorti du podium en 2017. Sinon, ils étaient sur tous les podiums. L'Angola a gagné 11 championnats d'Afrique. Gagné Waouh. médaille d'argent, 2 médailles de bronze, médaille d'argent. Ils sont allés à tous les championnats du monde et tous les Jeux olympiques pendant plus de presque 30 ans. C'était l'équipe qui faisait ça. Ils sont partis. Ils étaient dans tous les tournois. Et donc, ça veut dire que nous devons, on ne va pas dire, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut carrément arrêter. Non, je ne pense pas. C'est une bonne idée. Il faut construire nos U16, nos U18, U16, U14, U12, U10, U8, travailler les entraîneurs, les former, ainsi de suite. Mais il faut que cette équipe de jeunes-là aille se frotter aux plus grands, qu'ils comprennent que le basket, et il faut que notre pays accepte de faire ce sacrifice. Parce que ne pas participer à l'afro-basket si on est qualifié, il faut encore aller rejouer des matchs de qualification pour remonter, c'est pas facile. donné. Et donc, tant qu'on est là, il faudrait qu'on remonte ces jeunes-là et qu'on les forme. Et je vous dis que nous avons de la matière première humaine en Centrafrique. Le basket centrafricain est là, mais il faut travailler pour le ramener au niveau qu'il est. Aujourd'hui, l'Angola, malgré leur savoir-faire, ils perdent des matchs parce qu'ils n'ont pas cette matière première humaine que nous avons. Pourtant, c'est un pays qui est beaucoup plus peuplé. Mais chez nous, nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous donnerez le Sénégal, le Mali, la Guinée, tous ces pays-là à l'Angola. Mais l'Angola va gagner la Coupe d'Afrique jusqu'à la fin des jours. Personne ne les battra parce qu'ils auront les joueurs. Et donc, le Centrafrique, pour nous au Centrafrique, nous avons la possibilité de faire des bonnes choses dans le futur. Mais c'est à nous de faire la paix des braves. Il faut qu'on puisse le faire, qu'on prenne, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise des vérités, mais il faut qu'on avance. Il faudrait que... En tout cas, merci coach. Bon, sans couper la parole, compte tenu, si on regarde l'état de basketball sud-africain maintenant, et comparé à ce que vous avez vécu, ou même être comme acteur même, tu vois, former les jeunes joueurs, pourquoi la fédération n'a pas eu à revenir, on a regardé, par exemple, le succès qui était auparavant, et reproduire la même chose, parce que c'est un succès qui était réel, qui était palpable, on voyait l'amélioration, comment les joueurs se développaient, comment l'équipe africaine faisait peur aux autres nations. Pourquoi il ne peut pas revenir et prendre ses idées et continuer, au lieu de, comme tu avais dit, briser l'équipe, recommencer à zéro? Ouais, en tout cas, on doit voir l'histoire. Hein. Si on revient un peu sur l'histoire du basket centrafricain, on constate que le basket centrafricain a été dominant de 60 à 70. C'est la période. Les clubs centrafricains gagné les Coupes d'Afrique où ils étaient sur le podium. L'équipe nationale a gagné une Coupe d'Afrique, mais ils étaient sur le podium pratiquement chaque fois. 68, 70, 72, 74. Wow. Après 74, l'équipe centrafricaine n'a plus joué au basketball jusqu'en 83 quand nous sommes revenus. Entre-temps, le club Trésor a remporté. Le club Ressa a gagné la Coupe d'Afrique des clubs en 71, puis Trésor en 73. Trésor en 75 a eu la médaille de bronze. Trésor a gagné en 76. Wow. Puis on a gagné la médaille de bronze, je crois, en 78, si je ne me trompe pas. Les équipes juniors, Port Saïd, je crois, 78, médaille d'argent. Et l'équipe junior, avec les Fred Gopo, Anisela Wodrama, ont gagné la médaille d'argent en Angola en 1980. Ensuite, il y a eu ce petit temps mort. Mais le basket, en fait, avait commencé déjà à perdre de son aura, dans le sens où, sur le plan organisationnel, ça a commencé à tomber. Les dirigeants qui se succédaient, malheureusement, n'arrivaient pas à amener leur truc en plus pour pouvoir propulser notre basket. Garder voilà, la continuité. Et donc, par exemple, je pourrais prendre l'exemple du président Guy Darlan, qui a insufflé quelque chose dans le basket centrafricain. Le basket centrafricain, ça a toujours été des joueurs techniques, bien bons dribbleurs, bons shooters, rapides. Mais Guy Darlan, le président de la fédération à cette époque-là, au fin des années 70, début 80, a amené le système américain où tout le monde jouait en marne. On ne jouait pas la zone, championnat centrafricain. Techniquement, ça a permis aux Centrafricains d'être encore des meilleurs, je pourrais dire, manipulateurs du ballon. Ça nous a permis aussi de devenir beaucoup plus forts. Mais nous avons, toutefois, mis à part ça, nous avons toujours vécu sur le passé. Donc, des joueurs comme nous, qui avions été formés pendant les années 70, c'est nous qui jouons ensemble. Et c'est parce qu'on se connaissait tellement. Parce que le championnat, c'était 4 tours, mais il y avait 8 équipes à l'époque. Mais quand le championnat s'est terminé, il y avait le stade.
Du coup, où il y avait des matchs, il y avait le stade, des Martyrs et des matchs. Et on jouait constamment, tous les joueurs, tout le temps. Et donc, on avait développé des automatismes qui faisaient que notre alchimie était fantastique. Qui est coach, qui n'est pas coach, on se connaissait. Mais il faut reconnaître, pendant ces années 80, où nous avions des équipes exceptionnelles, mais nous n'avions plus que gagné une Coupe d'Afrique en 87. Si nous avions été mieux organisés, on gagnait en 83, en 85, en 87, en 89, en 91, on était là. On était plus fort que les autres. Mais le problème, c'est qu'on était désorganisés. Nous n'avons même pas su exploiter le potentiel. Le championnat du monde qu'on a gagné en 74, si, je me rappelle, mon défunt père, il a fait l'opération Grand Al, la leçon qu'il a tirée, parce que là-bas, tout le monde était géant, il nous tapait dessus. On a commencé à aller prendre des gens dans toutes les provinces pour enfler. Mais on n'a pas, à l'époque, là, il n'y avait pas ce marketing. Mais nous, en 87, quand nous sommes allés aux Jeux Olympiques 88, on avait la possibilité d'avoir des sponsors. D'ailleurs, il y avait un sponsor coréen qui était prêt à soutenir le basketball centrafricain pendant 3 ans, en fournissant les équipements, en faisant une fois par an, pendant les vacances, déplacer l'équipe nationale centrafricaine en Corée pour jouer des matchs en Corée, au Japon, et ainsi de suite. Wow. Et nous n'avons pas profité de cette opportunité pour signer un contrat avec cette équipe à cause des petits calculs de certains dirigeants qui avaient découragé à l'époque le président de l'époque, M. Ndigbouma, qui était un monsieur très calme. Et malheureusement, nous n'avons pas pu exploiter ça parce qu'aujourd'hui, le sport sans argent, ce n'est pas possible. Et donc, nous avons continué à vivre. Nous étions des encadreurs. Je me rappelle, il y avait moi au Stade Bébé, il y avait Aubin Goporo au Génie. De l'autre côté, il y avait un peu plus tard Alain Latibou, les Gaspard, les défunts Latibou, qui travaillaient au kilomètre 5. Et il y avait René Madeka, les Awas à Fatima, qui formaient les joueurs. Et malgré toute cette désorganisation du basket centrafricain, on avait, parce qu'on avait des joueurs qui savaient jouer à cette époque-là, pu transmettre le bâton de relais aux autres générations. Et nous avons joué comme ça. Mais ce n'est pas possible d'avoir des bons joueurs. Il n'y avait plus de formateurs. Moi, je suis parti aux États-Unis. Aubin Goporo est parti aux États-Unis. Les défunts Latibou sont tous les deux décédés. Et donc, le basketball, même s'il y avait d'autres formateurs. Donc, c'est que le noyau. Ouais, d'autres formateurs étaient là, mais on ne les aidait pas à faire plus. Et donc, notre basket a commencé à perdre de son élan. Le Red Star Dongo Club avait pu, à l'époque, j'avais préparé le Red Star Dongo Club en 96. Ils étaient allés jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions au Caire. Ils ont terminé 3e avec un médaille de bronze. Mais mis à part ça, il y a eu les Jeux africains en 91. On a été médaille d'argent. J'étais aussi dans cette équipe. Mais à part ça, toutes les autres compétitions, nous n'avons pas pu faire mieux que 5e place. Pas mieux que la 5e place. Pour la simple raison que lorsque nous avons gagné en 87, toutes sortes d'aventuriers sont arrivés dans le basket, parce que le basket, c'était le truc qui était en vogue à l'époque, et malheureusement, les dirigeants venaient pas pour développer le basket, c'était pour leur honneur, et nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, aujourd'hui, le basket est dans très mauvais état. Je disais, la ligue, le niveau est trop bas. Il faut absolument qu'on ait les clubs, qu'on forme les formateurs pour qu'on puisse sortir, et pas seulement les formateurs de basket, qu'on forme même les dirigeants des équipes, parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Le secrétaire général doit savoir ce qu'il doit faire, le secrétaire doit savoir ce qu'il doit faire. Leur travail, la direction technique, tous ces gens doivent être formés. Si on ne forme pas ça, notre basket ne peut pas se relever. Et bon, maintenant, il faut voir aussi l'aspect financier. Comment faire pour financer le basket? Il faut voir les infrastructures, les terrains de basket, les ballons. Il faut tout ça. Hein, il faut montrer ça, il faut éduquer nos joueurs. C'est l'ensemble de ces choses-là qui vont permettre de sortir le basket de sa léthargie actuelle. En tout cas, merci coach, merci Monsieur Pewa, merci encore une fois. Nous avons parlé du bilan, nous avons parlé de la chambre de qualification de l'équipe africaine, nous avons parlé de perspective, l'état du basketball africain. Et pour terminer, un mot de la fin par rapport au bilan, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et à nos jeunes, aux jeunes joueurs, aux jeunes basketteurs sud-africains, nos jeunes, des pousses qu'ils ont de regarder. En tant qu'ancien coach, ancien joueur, ancien champion Bambara 87. Quel conseil? Moi, je vais faire un appel d'abord à tout notre pays. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a une compétition, tout le monde est excité. Tout le monde, que ce soit l'équipe de football, l'équipe de basket, les Centrafricains sont excités. C'est-à-dire, ils sont derrière leur équipe. Mais ce que les Centrafricains ne comprennent pas, c'est que sur un plan pratique, nous n'avons pas les moyens d'atteindre les résultats là, qu'ils attendent de nous. C'est pas possible. Et donc, j'en appelle aussi à nos autorités politiques
Et ça dans le bon sens, parce qu'il ne faut pas que les gens politisent, les gens aiment bien faire la politique. Nous devons avoir une politique de sport claire. Il y a le gouvernement sud-africain, il y a le CNOSCA qui peut aussi aider, et il y a l'ensemble des clubs. Les gens doivent avoir et aller puiser d'abord dans leur cœur. Les joueurs dépendent des dirigeants. Et donc c'est la tête qui doit faire sa part. Si la tête fait sa part et que nous formons les joueurs vont suivre. Parce qu'on doit aussi éduquer les joueurs. Que les gens arrêtent, que les jeunes ne se laissent pas divertir avec des esprits de division. C'est inutile. Ça ne sert à rien de se tirer dessus. Si vous voulez développer le basketball, venez, faites quelque chose sur le terrain là-bas, apprenez aux gens à jouer au basketball, trouvez des moyens, arrêtons les insultes. Il faut qu'on se mette au travail. Je crois que le basket centrafricain mérite mieux que ça. Moi, ça me fait très mal. Moi, je prends ça personnellement parce que j'ai grandi dans la maison du basket. Et je ne peux pas comprendre, avec tout le talent qu'on a eu, avec tous les efforts, les sacrifices qu'on a fait, hein, parce que moi, je dis que j'ai sacrifié plus d'une trentaine d'années de ma vie pour le basketball centrafricain. Et quand je vois comment ça a été spolié comme ça, on a détruit les carrières de certains joueurs juste pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le basket, il faut que ça s'arrête. Et donc je souhaite de tout mon cœur que les États généraux que le président de la fédération va organiser très bientôt, puisqu'il a promis, se passe, que nous puissions enfin jeter des nouvelles bases, reconstruire les nouvelles fondations de la maison de basket Centrafrique. Et je suis convaincu que si on va avec cet esprit, cette chanson, le Centrafrique avant tout à l'époque, hein, Welsh qui avait chanté cette chanson, le Centrafrique avant tout, c'est ça qui va permettre au basketball de repartir de ses cendres. Et je suis convaincu que nous en avons les possibilités sur le plan humain. Maintenant, il faut mettre toute la logistique qui entoure un programme, la réussite d'un programme de basketball ou de sport. Donc voilà mon mot de la fin. Et je dirais que, comme d'habitude, pour les fauves, Bamara. En tout cas, merci, merci, Monsieur Jeune Pewa, merci, ancien coach, merci, ancien champion d'Afrique, Bambara 87. Merci pour votre présence encore une fois aujourd'hui. Merci pour tous ces vraiment informations que vous avez données. C'était vraiment productif. J'espère que vraiment notre équipe, la fédération, le pays peut au moins prendre conscience que vraiment on a besoin vraiment de revivre, de faire que le basket qui était vraiment, comment je pourrais dire, le pilier de la musique africaine puisse renaître encore une fois comme des joueurs comme vous on a connu, que ce pays a connu. Donc pour finir, je vais en tout cas mettre la photo de cette équipe qui a gagné en tout cas la Coupe du Monde, pardon, Coupe d'Afrique 87. Amen. Et vraiment, j'espère que vraiment, en regardant cette photo, nos petits frères, ceux qui même qui sont en train de travailler, en voyant cette photo, puissent vous inciter à travailler dur et à ramener cette gloire à ce pays et à faire respecter ce nom et ce drapeau. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Pewa, pour votre présence sur le plateau. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas la fin encore. On va en revenir parce que juillet, c'est pas, pardon, février, c'est pas loin. Mais avant cela, on peut toujours avoir des séances de travail avec vous pour, s'il y a des informations, vous pouvez venir sur le plateau, nous parler, surtout par rapport au basket sud-africain, parce qu'on veut à ce que vraiment nos joueurs, nos frères puissent comprendre que c'est pas, c'est en nous. Tout à fait. C'est en nous. Ça fait partie de notre âme. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous qui nous suivent, de loin ou de près. Et nous espérons que nous allons vous revoir en compagnie de notre coach, champion d'Afrique, encadreur. En tout cas, son CV est lourd. Je ne vais pas dire, c'est lourd en tout cas. Donc, à la prochaine et soyez bénis. Bye bye. Bye bye.